Ceci est un épisode d'extrait choisi de Business Casual. J'ai sélectionné quelques morceaux intéressants afin que vous puissiez vous faire une idée du contenu des podcasts. Alors bonne écoute. Vous écoutez Business Casual, le podcast qui vous parle d'entreprise, d'entrepreneurs et d'innovation. Je suis Yann Boursier et je vais à la rencontre d'entrepreneurs et de patrons qui reviennent sur leur parcours et partagent avec vous leur quotidien. L'idée est partie d'une visite que j'ai faite au Stéréolux il y a plus de 2 ans maintenant, où en fait au 4e étage ils ont une chambre noire, c'est-à-dire c'est une chambre entièrement noire sur laquelle ils peuvent projeter à 360. Et je me suis dit ce serait trop marrant d'avoir un de mes chefs avec la cuisine mobile, faire un repas pour 10-12 personnes et que l'environnement change en fonction de ce que les gens mangent. Cette idée de chambre immersive est née comme ça. Jérôme et moi, on revoit nos copains de Centrale. Je vois des gens brillants avec lesquels j'ai bossé en TP et tout, et je sais qu'ils sont vraiment brillantissimes, beaucoup plus que moi, quoi. Et je me dis comment des mecs comme ça peuvent se faire chier dans les boîtes. Enfin, ça m'interroge, quoi. Cette création de start-up, en fait, elle est venue un ami d'enfance qui avait une idée et moi qui en avais marre de mon job. Entre le moment où on décide d'y aller, on lance tout, et puis on se retrouve le jour J, ou le vendredi, on a terminé son boulot de salarié, et puis le lundi, on est chez soi tout seul en disant bon bah maintenant je crée une entreprise. Il n'y a pas d'hésitation, mais il y a un vrai stress, parce qu'en fait finalement c'est comme si tout ce qu'on savait faire avant n'existait plus et qu'on repart de zéro. Et ce qui est intéressant, c'est que moi j'arrivais avec des projets très ficelés. J'arrivais avec 20 slides de PowerPoint, un business plan, tout un dossier pour essayer de convaincre. Et en fait, le partenaire financier qu'au final on a choisi et qui nous a choisi. Pour le coup, j'ai commencé ma présentation et puis au bout de 2 slides, il m'a dit non mais je vous arrête tout de suite. C'est sûrement très bien ce que vous avez fait comme document, mais moi ça m'intéresse pas parce que tout ce que vous allez m'expliquer que vous pensez qu'il va se produire va jamais se produire, donc c'est pas du tout intéressant. Moi, ce qui m'intéresse, c'est Xavier, vous allez m'expliquer qui vous êtes, c'est quoi votre projet et qu'est-ce que vous voulez que votre entreprise soit dans 5 ans. Et en fait, j'ai perdu du temps. J'aurais mieux fait de ne pas faire mes saloperies de business plan ou de les faire à l'arrache en 2 jours sous Excel. Je ne savais pas à l'époque qu'un business plan c'est fait pour être changé. Je pensais qu'il fallait absolument avoir un business plan super clair et puis après il fallait le suivre pendant 5 ans, tu vois, je pensais ça. Mais non, ça marche pas comme ça. Il faut faire un business plan pour se dire c'est à peu près là que je vais et puis 2 semaines après tu te dis ah bah finalement non, je le change. Je savais pas. Quand j'ai monté ma boîte, j'ai été surpris de voir à quel point le business plan c'est un peu fait pour pour convaincre les banquiers et des gens de te suivre, et que tout le monde le sait en fait, et que le comptable il te dit non, à la limite tu changes ci, tu changes ça. Tu dis oui mais c'est pas comme ça que je vais faire. Ah oui mais non, ça c'est pas grave de toute façon. Oui. Bon, tu changeras après si tu veux, mais c'est vrai. Et c'est un truc de fou. Et t'as des banquiers qui te le disent parfois. Aussi oui, enfin, tout le monde s'en fout. En fait, oui c'est ça. Bah je sais pas, c'est pour vous quoi. Après, c'est votre argent, c'est pas bien. C'est pareil, je trouve que l'entrepreneuriat, il faut beaucoup écouter, mais il faut beaucoup jeter, quoi. Parce qu'en réalité, il n'y a que toi qui es capable de prendre la bonne décision. Donc tu prends les éléments, tu prends les infos, mais faut pas faire... Ça, je pensais pas à ce point-là. Et il y a beaucoup de vautours autour des startups aussi, clairement. À partir du moment où tu commences à lever, tu commences à avoir de l'argent, les gens viennent autour de toi, et là tu as un écosystème où ouais, faut faire attention, parce que encore une fois, c'est à toi de trouver les bons leviers pour faire croître ta boîte. Et les pseudo-conseils aussi de certaines personnes, il faut aussi, encore une fois, écouter, mais pas forcément suivre tous les conseils, c'est clair. Très rapidement, on a levé 700 000 €. Et en fait, au bout de quelques semaines, Google nous dit bon bah écoutez, moi j'arrête quoi. On a perdu très vite la moitié de nos utilisateurs, et puis après on a fait une com au bout d'une semaine en disant voilà, on a perdu le partenariat avec Google, et alors là on a reperdu beaucoup. Donc on s'est retrouvé avec du cash mais pas de projet, quoi. Donc j'ai démonté la terrasse et pendant 1 mois, je travaillais le matin et je reconstruisais la terrasse l'après-midi. Il fallait que je fasse quelque chose de mes mains parce que j'étais vraiment stressé. Bah, c'est très surprenant le burn-out, parce que je lisais déjà des choses là-dessus autour du bien-être. En plus ma femme est sophrologue, psy, donc en fait j'étais un peu... elle voyait tous les signaux, etc. Et puis en fait un matin, alors d'abord t'as des colères permanentes, tu sais, tu t'énerves pour un rien, etc. Et puis un matin, voilà, le réveil sonne à l'heure normale, et puis tu dis à ton corps de te lever pour aller sous la douche, et puis en fait il bouge pas. C'est-à-dire que tu as l'impression que ton cerveau ne commande plus ton corps. C'est très 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 étonnant, très surprenant, un peu angoissant. T'as plus de pile en fait, t'as plus de pile.
C'est-à-dire ton cerveau dit bah, là faut y aller, puis en fait le corps répond pas. Tu bouges pas. Tu bouges pas et tu pleures. Tout d'un coup, blah. Tu as des gens qui habitent loin ou qui ont des enfants, il y a des femmes qui élèvent seules leurs enfants ou des papas, hein, c'est pas simplement des mamans, mais voilà, et qui ont des contraintes familiales derrière. Fixer arbitrairement des réunions à 17h30 ou 18h, alors que tu sais pertinemment que cette réunion va déborder et que ça va mettre tout le monde en tension parce que tu as des gens à l'intérieur de la réunion qui vont plus trop écouter, qui vont regarder leur montre, qui vont stresser, qui vont courir, qui vont machin et tout ça. Ça, c'est un problème de qualité de vie au travail. L'objectif, c'est que les gens soient bien, en fait. Quelqu'un qui est bien dans sa tête, qui est bien dans sa peau, et ben en fait, il va bien faire son travail. Et ça veut pas dire qu'il travaillera plus, ça veut dire qu'il travaillera mieux. Et ça, c'est essentiel. Et du coup, en fait, on est aussi très axé sur le télétravail. Alors, c'est compliqué parce qu'on a des clients derrière nous. Donc, nos consultants sont souvent chez les clients. Et donc, il faut que les clients acceptent, finalement, que nos consultants puissent faire du télétravail. On s'est dit que la transparence était important pour nous et donc du coup, tu vois, tous les lundis depuis le début de la boîte, t'as un point qui dure une demi-heure où on est hyper transparent sur ce qui se passe. Et en fait, ce point du lundi, il est vachement important pour nous parce que c'est le point de la transparence. Et on dit à l'oral, les yeux dans les yeux, ce qui est en train de se vivre. Alors sur les salaires, en fait, déjà on publie la rémunération de tout le monde. Donc on a une clause dans le contrat de travail qui nous autorise à faire ça parce que donc tu vois, tout le monde connaît la REM de tout le monde, y compris la nôtre, enfin tu vois, sans tabou, même les dividendes, on dit combien on s'est remonté en dividendes. Et du coup, on a une pratique qui est de faire une prime de production. Donc, quand on a monté The Tribe, on s'est dit, il y a une tendance forte qui est le freelancing. Les gens sont, finalement, quand tu es freelance, tu es incentivé à ce que tu produis, quoi. Pour nous, c'était aussi important parce que ça nous positionnait. En fait, on s'est dit, les gens qui créent de la valeur, c'est dans ces métiers de dev, sont souvent mal récompensés, ces métiers-là. On s'est dit, puisque nous, on veut promouvoir l'agilité, eh bien, appliquons aussi l'agilité en interne. Alors, on n'est pas un projet agile au sens où on ne peut pas faire comme des démonstrations qu'on va livrer tous les mois, mais on fonctionne par sprint d'un mois, et tous les mois, on fait une rétrospective en impliquant des équipiers à tour de rôle, et on se dit, qu'est-ce qui a bien fonctionné le mois d'avant, qu'est-ce qui a moins bien fonctionné, qu'est-ce qui peut vous manquer, et on définit les sujets sur lesquels on va travailler le mois suivant, et le plan d'action associé, et qui est porteur des actions. Donc il y a le côté, on construit ensemble l'entreprise au fur et à mesure. Si tu veux, autrefois, si par exemple tu te plaignais de ton entreprise, ou si ça se passait mal dans ton entreprise, tu ne pouvais le dire qu'à un périmètre relativement localisé, c'est-à-dire que tu allais le dire à tes collègues, à tes amis, à ta famille, mais ça restait dans un cercle très intime. Aujourd'hui, on est tous équipés d'un téléphone avec caméra, avec appareil photo, on a accès à tous les réseaux, et en fait c'est ça qui a changé. C'est-à-dire qu'avant la communication, c'était finalement le pouvoir des puissants. C'est-à-dire qu'il fallait avoir les moyens. Et si toi, tu n'étais pas d'accord parce que collaborateur, tu vivais ça de l'intérieur, tu disais, non, c'est pas vrai, machin et tout, personne t'entendait. Une petite anecdote là-dessus que je trouve sympa, c'est j'ai un copain qui travaillait au marketing de Philips, et un jour, il est muté à Eindhoven, au siège social de Philips, en Hollande. Et pour les top managers français et espagnols qui venaient d'être mutés, en même temps que lui, dans la première semaine de leur arrivée, le directeur général monde de Philips, le chef à 12 plumes, vient les voir dans leur bureau, frappe à 5h30 et dit « Excusez-moi, je vois que vous êtes encore là, est-ce que vous avez un problème d'organisation ?» Et mon pote me dit « Putain, quand il m'a dit ça, j'ai réalisé que j'étais plus du tout dans le même environnement culturel. À la Défense, on partait tous à 19h, machin, fatigué, on arrivait chez nous à 20h30, et je voyais pas mes enfants. Là, voilà, je retrouve une vie normale, et en fait, je suis beaucoup plus en forme sur mes heures de présence. Il y a plus d'activités sportives et tout ça. Je me sens mieux dans ma peau, quoi. Ils se sentent mieux dans sa peau. Ouais. Je pense que c'est ça aussi la vie des boîtes, hein. C'est qu'est-ce qui rend mes salariés heureux et qu'est-ce qui rend les dirigeants heureux, parce que je connais pas mal de boîtes dont les dirigeants sont devenus prisonniers de leur boîte, quoi, tu vois. Et moi, c'est pas du tout mon délire, j'ai plutôt envie d'être libre dans ma boîte et de faire des trucs qui, à la fin, je suis content de me lever le matin à 8h pour aller faire un podcast. Et on va dire, je pense par sérendipité, il y a 3-4 personnes à qui je parlais de tout ça, qui m'ont dit tu devrais lire un bouquin, celui de Frédéric Laloux qui s'appelle Reinventing Organization, qui explique qu'il y a des nouveaux modes de gouvernance dans les entreprises, que tu peux très bien responsabiliser les gens et faire des nouvelles choses. Je te cache pas qu'au départ, je ne l'ai pas lu le bouquin, je l'ai écouté. Je l'ai écouté en audible dans la voiture, comme je fais très souvent.
en me disant c'est encore un bouquin sur entreprise ouverte, entreprise libérée, et c'est du bullshit. Entreprise ouverte, c'est du bullshit. Entreprise libérée, je pense que c'est du bullshit. Ça soit tous autour du feu de camp, on décide tous ensemble. Non, c'est pas possible, dans un monde réel, ça peut pas marcher. Et puis, il y a un moment, tu es dans la voiture, t'entends l'audible et tu dis attends. Réécoute la piste d'avant quand même. Vraiment, tu dois y faire attention à ce truc-là. Et en fait, dans ce bouquin, il t'explique ce que peut être une entreprise ouverte libérée. Il appelle ça les entreprises opales. Il l'explique de plein de façons. Et il te donne du concret. Il te dit voilà comment ça fonctionne, les entreprises opales. Voilà comment la plupart d'entre elles fonctionnent. Et voilà comment tu peux mettre en place des vrais trucs très opérationnels, très pragmatiques, très bon sens, qui vont dans ce sens-là. Alors ça m'a ouvert l'esprit. Et là, je me suis dit, c'est pas du bullshit, c'est pas un nuage au-dessus de ta tête, là, un machin qui vient, des vrais trucs concrets. Non, mais alors pour le coup, moi j'ai vraiment été impliqué dans l'open source, tout ce qui est, dans toutes ces mouvances de partage, de communauté. Et c'est des modèles que j'adore, mais c'est des modèles qui marchent pas, qui ont plein de limites. Et j'ai un ami qui a créé une SCOP. Une SCOP, c'est une société commerciale, mais une coopérative. Donc chacun a une voix. Et le mec, c'est lui qui a tout créé, il a mis son argent. Enfin, je ne vais pas citer ni la boîte ni le nom du gars, mais vraiment, je le connais, il était ultra investi. Et c'était lui qui faisait un peu le commerce. Donc souvent, il bossait le soir. Et le soir, il paye des coupes de champagne à ses clients, etc. Enfin, c'est du boulot. Ouais. C'est vrai que le commun des mortels se dit « Ah, c'est cool, tu bois du champagne. » Mec, je préférais être avec mon fils à jouer avec lui plutôt que d'être... Je suis content, j'aime bien, mais je préférais être chez moi. Et puis surtout que si je bosse jusqu'à 10h ou 11h ce soir-là, je suis quand même là à 9h30 demain. Donc c'est du boulot. Et je pourrais le rattraper. Et souvent, je le rattrape même pas. Et en gros... À un moment, ça a clashé avec ses équipes. Je me rappelle, je sais pas le détail, mais ils l'ont viré de sa boîte, de la boîte qu'il avait créée. Et il lui reprochait, entre autres, du coup, d'acheter du champagne, de payer des restos à ses clients. Alors peut-être qu'il s'en est payé un ou deux à ses potes, je sais pas, mais et quand bien même. Ce que je veux dire, c'est que le mec, il investissait son temps. Enfin, il a mis son argent, il a mis son temps, il a créé une coopérative et s'est retrouvé avec une espèce de vendetta, de mauvais. Enfin, ça m'a beaucoup déçu par rapport au modèle, et pour avoir fait plein de communautés open source, c'est un bordel innommable. Il y a une innovation, une créativité de dingue, mais c'est un bordel innommable. Chacun a son, il n'y a que des égos. Enfin, c'est que quand tu crées ta boîte, à la base, quand tu as l'étincelle, tes valeurs, elles sont évidentes. Et le sens de ce que tu fais est évident. C'est-à-dire que tu sais pourquoi tu le fais. Et au départ, tu es tout seul, ou tu as un associé, ou plusieurs associés. Mais ce que je veux dire, c'est que ce petit groupe-là, ce noyau dur, il sait pourquoi il fait ça. Sauf que quand tu grandis, très rapidement, tu es pris par effectivement des problématiques qui sont hautes. Donc la production, répondre à tes clients, t'adapter, produire, enfin bref, tout ce qui va avec. Ouais. Et du coup, ta tête, elle commence à être accaparée par autre chose. Et ça te paraît tellement évident que tu fais les choses dans ce sens-là, ça te paraît tellement évident que tes valeurs sont comme ça, que tu oublies ou tu penses pas à les transmettre ou à les afficher ou à les communiquer. Et en fait, de cette évidence-là, et c'est ça en fait peut-être le seul conseil, c'est que l'évidence peut finalement faire beaucoup de dégâts. Donc si c'est évident pour toi, tu imagines que c'est évident pour les autres, mais il n'y a rien d'évident en fait. Plus important. Et c'est ce qu'on a souvent, on a des pactes d'associés. Maintenant, j'en fais tout le temps, non plus 40 000 boîtes. Mais c'est des points qui sont importants. C'est, ok, là pour l'instant tout se passe bien, mais demain, si on doit divorcer, maintenant qu'aujourd'hui on s'entend bien, comment on le fait ? Comment on fait pour le gérer ? Ce qui fait qu'on gère le divorce avant le mariage. Ouais. Et c'est pas plus mal parce que quand on arrive à un point de non-retour, on peut plus se blairer, on va dire non, mais même pas en rêve. Alors que là, on s'entend bien et que ça peut être l'un comme l'autre qui part. La phase de création d'entreprise, de signature du pacte d'associés, etc., permet bien de se projeter dans le côté on se dit tout et on va envisager le pire du pire, quoi. En gros, on va envisager le fait de se pouiller total, on va envisager le fait que malheureusement un des deux décède. Cette phase de négociation autour du pacte d'associés a été assez salvatrice pour ça, en mode on se dit il peut arriver des choses graves, on peut carrément se bagarrer autour d'avocats, etc. Donc on va tout faire en sorte pour que ça n'arrive pas, donc on va tout se dire, quoi.
quand j'arrive le matin, ça n'a rien à voir avec ce que j'ai pu vivre avant, quoi. Parce que alors moi j'aime bien, je suis matinal, donc j'arrive le matin, j'ouvre les locaux, j'enlève l'alarme, je lance en route le café dans la cafetière, et puis je me mets à mon bureau, puis au fur et à mesure l'équipe arrive, et puis voilà, je suis content de les voir, et c'est très agréable de sentir cette entreprise avancer, et puis parfois avancer quand on n'est pas là aussi, quoi. Donc oui, je me sens rempli de satisfaction. Et à un moment, j'avais le micro, et il y a donc je dis, regardez, voilà, les directeurs, machin, sont dans la montgolfière, c'est superbe. Et juste à ce moment-là, c'était le 30 juin 2001, et juste à ce moment-là, en fait, il y a la patrouille de France qui est passée au-dessus de la montgolfière, avec le bleu, blanc, rouge, ils s'entraînaient pour le 14 juillet. Et donc, du coup, j'avais le micro en main, et je dis, ah, c'est bon, ils sont juste au bon moment. Regardez, si tout le monde lève la tête, vous verrez juste au-dessus. Et vraiment, et c'était l'opportunisme, mais c'est exactement ça. Et il y a 6 mois, j'ai rencontré une personne qui était dans l'école, qui est en retraite maintenant, et qui me disait, j'ai toujours pas compris comment vous avez fait pour faire venir la patrouille de France comme ça. Et du coup, j'ai regardé tous les prix qui étaient démesurés, quoi. Et puis on s'est dit, en fait, tout pousse là, ici, donc on va faire importer des semences, et puis on va faire pousser ces trucs-là, quoi. Donc on a eu un énorme succès, si ça t'intéresse, sur les piments. On a fait importer du piment antillais. Là-bas, ils consommaient pas mal de piment, mais sur une toute petite variété où, quand tu la cueillais, il y avait des épines, donc c'était pas du tout pratique, et tu mettais 10 ans pour récolter. Ouais. Les piments antillais, c'est comme des poivrons qui sont petits, et puis ça se cueille hyper bien, et t'as un gros rendement, quoi. Donc, Vous retrouvez Business Casual sur Spotify, SoundCloud, Google Podcast, Apple Podcast et sur la chaîne YouTube Business Casual. Alors à bientôt pour les prochains épisodes.